Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être à tes côtés, Alexandra, pour... Oula, je reste avec nous, prendre surtout. les pieds dans le tapis, ça va pas le faire. Je suis ravi d'être à tes côtés pour parler d'un cas d'usage concret, qui fonctionne, qui est live, d'IA générative, d'IA agentique, autour d'un sujet qui est très spécifique. Et du coup, je me permets de faire peut-être une petite introduction sur le sujet, parce que c'est un sujet qui est B2B. Donc peut-être pour qu'on rentre tous dans le sujet, je vous propose qu'on fasse un exercice, qu'on ferme les yeux et qu'on imagine tous être un directeur marketing, une directrice marketing d'une marque qui potentiellement distribue chez Fnac Darty, que je revende des télés, des livres, que je revende du petit électroménager, gros électroménager, peu importe. En fait, la manière dont je sais ce que je vends évidemment des milliers de produits chez Fnac Darty, mais la manière dont je sais jusqu'à maintenant ce que je vends, que ce soit chez Fnac Darty ou chez mes autres distributeurs, ça passe par 3 canaux. Ça passe par 3 canaux qui sont assez contraignants globalement. Le premier, ça passe par des panels. Et donc, j'ai des panels consommateurs qui récupèrent des informations, des sorties tickets de caisse, digital ou offline, évidemment en magasin, qui les agrègent et qui les envoient à période régulière, mais sous des formats qui ne sont pas toujours très sexy, bien souvent des fichiers Excel. Derrière, j'ai aussi inclus dans les accords généralement de ce qu'on appelle le trade marketing, du partage d'informations envers les distributeurs qui se font, envers les distributeurs et leurs fournisseurs, mais qui se font également par fichier Excel, avec plus ou moins de détails, et puis évidemment toujours à chaque fois dans ces deux cas de figure, un décalage entre ce qui s'est passé hier et le moment où je reçois mon fichier Excel. Donc j'ai un énorme décalage, donc pour piloter, c'est quand même pas hyper simple. Et puis derrière, j'ai des nouveaux standards, notamment avec les pure players. Évidemment, on peut citer Amazon, entre autres, qui donne une plateforme, un accès en temps réel à de l'information qui est assez clé finalement. Combien j'ai vendu, à quel prix, à qui j'ai vendu. Toutes ces informations-là sont clés, et c'est ça ce qu'on a cherché à faire, entre autres. On était dans un monde finalement où, quand je suis un directeur marketing ou une directrice marketing et que je reçois mes fichiers 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 mois après, je ne peux que deviner ce qui s'est passé pendant la période. Je ne peux pas être très actif. Oui, après, j'ai des relations évidemment avec des catégories managers. Je peux essayer d'améliorer mon positionnement, ma présence. Ça reste quand même regarder dans le rétroviseur en permanence. Derrière, l'ambition, évidemment, c'est de donner du savoir et de permettre à chacun, et du coup à plusieurs centaines de personnes, de pouvoir piloter avec une culture de la donnée et pouvoir optimiser en permanence, finalement, sa présence chez un distributeur. Je pense que tout le monde connaît Fnac Darty, mais malgré tout, peut-être en 2 mots, si tu veux introduire. Avec plaisir. Alors Fnac Darty, je pense qu'on le voit sur ces quelques chiffres. C'est une puissance et une force de frappe assez impressionnante. C'est 36 millions aujourd'hui de clients. C'est à peu près un Français sur 2 qui est client du groupe. C'est un écosystème surtout, tu prenais la comparaison avec Amazon. J'aime bien cette comparaison, mais on a un univers qui est assez différent et qui est plus complexe, je peux le dire aussi, avec nos magasins. C'est une force, mais aussi bien évidemment une complexité à appréhender dans un parcours aujourd'hui qui est omnicanal, fragmenté entre guillemets de points de contact et qui va se sourcer de différents canaux entre la recherche et l'achat. Et c'est du coup 800 magasins aujourd'hui juste sur le périmètre France, sans parler de l'international. Toute cette force que vous voyez à l'écran avec ces différents KPI, c'est aussi la complexité de la relation dont tu parlais avec nos partenaires fournisseurs qui nous a pas mal animés. C'est bien évidemment la recherche assez constante en fait de réponses à des questions. Et moi, très souvent, quand je suis arrivée chez Fnac Darty il y a maintenant 7 ans, au fur et à mesure en fait de la relation avec les partenaires fournisseurs, dans le cadre de ma relation sur la partie advertising, j'avais très souvent des partenaires qui me questionnaient en me disant « c'est très bien ». Ok, moi je suis prête à comprendre et à entendre que en fait le client Fnac Darty il vaut de l'or, mais faut-il encore que je comprenne en quoi et pourquoi ? Faut-il encore que je comprenne comment il interagit ce client Fnac Darty avec moi, marque A, marque B, et faut-il encore que je puisse l'activer et en faire quelque chose ? C'est nourrit un petit peu de toutes ces réflexions que assez rapidement on a réfléchi avec Converteo à la mise en place d'une plateforme de data sharing et d'insight. L'idée, c'était de mettre à disposition facilement une partie de la donnée qui était déjà, on parlait tout à l'heure, accessible par des fichiers Excel plats, envoyés avec de la donnée qui n'était pas fraîche et pas très granulaire, de la mettre à disposition sur une plateforme.
Ça, c'est ce qu'on a fait il y a 4 ans maintenant avec une première version de la plateforme MyRetailLink. C'était un premier pas réussi, gagnant. On a atteint notre premier objectif en mettant à disposition déjà à l'époque la première plateforme unifiée de partage de données auprès de nos partenaires fournisseurs. Il faut bien entendre qu'il y a 4-5 ans, c'était un grand change management chez nous en interne pour un retailer que d'être dans ce niveau de transparence. Je le redis quand même. Donc ça a aussi été un vrai travail. On en parlait tout à l'heure et tout ce que ça implique, la technologie aussi de change par rapport aux silos et par rapport à nos organisations. Ce projet en est un bon exemple. Et puis, en dehors de cette plateforme d'Insight, c'était aussi une plateforme d'activation. On a mis et mené ce projet-là en 6 mois à peu près, à l'époque il y a 4 ans. C'était, comme je le disais, une première pierre plutôt assez réussie sur laquelle on était assez satisfait de la plateforme qu'on a mise à disposition parce qu'elle répondait à l'objectif qui était de faciliter en fait l'accessibilité à la data. Après, on va être très transparent avec vous aujourd'hui et c'est aussi ce qui nous amène, c'est qu'à l'époque, il y a un certain nombre, entre guillemets, de frictions qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas imaginées, et qui, assez vite, dans l'usage au day-to-day, se sont rendues assez problématiques, en fait, dans cette consultation de la data. La première et la plus importante, c'est qu'en fait, on ne partageait pas le même socle de données avec nos partenaires clients-fournisseurs, VS celui qui était regardé en interne. Et donc, ça veut dire qu'en fait, vous vous retrouvez dans des meetings avec des gens qui ne parlent pas la même langue. Et quand quand vous demandez à vos organisations, à vos clients, à vos partenaires d'être data-centriques, entre guillemets, et qu'en fait vous ne parlez pas le même langage, autant vous dire que vous arrivez très vite à des discussions de sourds où malheureusement, on avait encore quelques années après la mise en place de cette plateforme-là, des discussions avec nos partenaires qui étaient « c'est super, j'ai accès à tout », avec un très fort niveau de granularité, mais je passe plus de temps à essayer de comprendre et à discuter de data, entre guillemets, avec les interlocuteurs chez Fnac Darty, qu'à être dans l'action. Et là, même si on avait déjà mis une grosse, entre guillemets, pierre à l'édifice de l'objectif qu'on voulait adresser, on n'y était pas encore totalement parce que, très clairement, l'objectif numéro 2, c'est pas juste de mettre à disposition de la data, c'est de la rendre intelligible pour de l'action. Ce qu'on voulait et en fait l'orientation derrière tout ce projet-là, c'était de se dire qu'en fait la data, j'entends très souvent dire d'ailleurs que la data aujourd'hui c'est une commodité. Alors c'est peut-être une commodité d'un point de vue technologique entre guillemets parce qu'on sait faire beaucoup de choses autour de la data, mais c'est pas encore une commodité dans l'usage et encore plus dans l'appréhension, dans la mise dans la mise concrète, on va dire en action de la donnée. Et c'est bien ça en fait qu'on a mené avec ce nouveau projet. Ça nous a amené à un projet de refonte. Très clairement, on parle d'une V2, mais en fait, en soi, c'est pas une V2. On parle, nous, plus d'un reboot complet de la plateforme. Ça se démontre assez facilement quand on regarde d'ailleurs le temps qu'on a mis sur ce projet-là en termes de réflexion autour de la refonte. 147 daily meetings, je pense que ça pose un petit peu le débat et le sujet. On a passé beaucoup de temps à challenger chaque KPI, à challenger chaque pixel de la plateforme, à se dire en termes d'usage et de parcours, est-ce que cette donnée, elle a du sens? Est-ce que je la montre de la bonne manière? Est-ce qu'en l'exploitant dans un dashboard, dans une data vis de cette manière-là, est-ce qu'elle est compréhensible par mon interlocuteur? Est-ce qu'elle va lui apporter quelque chose? Est-ce qu'elle lui amène une compréhension pour l'action? Voilà. Et donc ça a été tout le travail qu'on a mené avec les équipes. 2 enjeux prioritaires derrière ça, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est une source unique de la donnée. Parce que très clairement, si on ne parle pas le même langage, on n'a pas la même projection de l'action et surtout on a des conversations qui sont assez compliquées. Et puis le confort d'utilisation, alors ça peut être un peu galvaudé parce que je pense que c'était la première brique qu'on avait positionnée un peu dans le début de notre réflexion, de se dire ce qu'on veut, c'est que la data, elle serve à quelque chose, qu'elle soit facile, qu'on ne mette pas beaucoup de temps en fait à comprendre en fait l'écosystème et ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, et qu'on puisse en tirer des enseignements rapidement. Très rapidement, et c'est ce qui nous amène aussi aujourd'hui, on a cranté l'ambition du projet un peu plus fortement. Avec un enjeu quand même qui est clé, parce qu'il y a énormément de profils très différents qui peuvent se connecter à l'interface, ce qui fait qu'il faut que potentiellement un responsable marketing s'y retrouve, un DG s'y retrouve,
mais aussi potentiellement un trader média, puisqu'on peut activer à partir du moment où on a vu des résultats qui pouvaient nous inciter à. Et c'est vrai que tu as raison, c'est pas pas un petit enjeu d'arriver à s'adapter à toutes les populations. Il y a certains partenaires qui vont avoir même des data analystes, entre guillemets, à disposition sur les plateformes, et il y en a d'autres où vous allez avoir un CMO tout seul, avec pas d'équipe, et qui va avoir besoin de quelque chose qui soit tout de suite compréhensible et actionnable, entre guillemets. Et c'est pas la même démarche. Et donc pour ce faire, on s'est dit qu'à 3, on serait plus fort. Et c'est une vraie réalité, hein, parce que très clairement, et ça nécessite ce genre de projet beaucoup d'expertise. Déjà, l'expertise et la mobilisation des équipes Fnac Darty. C'est important d'embarquer le métier dans ce genre de projet, d'embarquer les métiers, parce qu'il n'y a pas qu'un seul métier. Je pense que Guilhem me rejoindra, mais on a besoin et on a énormément de challenger aussi, bien évidemment, nos équipes IT sur les socles de données, mais aussi les règles associées aux données et la compréhension, entre guillemets, de ces données-là. Donc c'est vraiment un travail de fond sur cette partie-là. Les équipes Convertéo, donc, qui nous ont accompagnés en tant qu'experts retail, tech et data, et tout ça sur un socle Google, aujourd'hui, qui est notre partenaire technologique de fond globalement chez Fnac Darty et sur ce projet. On rentre dans le vif du sujet. Avec plaisir. Déjà, le premier point, c'est que ce n'est pas un outil de BI. C'est un point important. Et ça, c'est quelque chose qui est clé en fait, pour bien comprendre ce que ça fait. C'est que finalement, c'est une véritable plateforme à part entière. C'est une application web, dans laquelle, du coup, comme toute application, j'ai un menu avec pas mal d'options sur lequel je peux naviguer, je peux faire pas mal de choses. Sur chacun des onglets sur lesquels je peux aller, avec des briques du coup autour de l'insight, on rentrera plus dans le détail après, j'ai pas mal de filtres qui me permettent de personnaliser ma donnée, évidemment, et ce que je regarde, qui me permettent de faire de l'analyse, de l'interprétation. Et puis, comme toute plateforme, en réalité, j'ai une partie d'administration qui est assez forte, sur laquelle, pareil, je peux paramétrer, ou les équipes de Fnac Darty, en tant qu'admin, peuvent paramétrer en fonction des droits d'accès, qui sont quand même assez clés, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de personnes qui utilisent cette plateforme-là et qui, du coup, n'ont pas du tout le même profil. Et de facto, on n'a pas forcément envie de partager la donnée à tout le monde. On peut avoir quelqu'un qui est responsable d'une marque, qui a accès à toutes les catégories, mais derrière, il y a des équipes qui sont dédiées aux catégories, c'est pas la peine de les polluer avec tout. Donc forcément, il y a des enjeux de filtres qui sont extrêmement importants. Tout ça, on l'a fait sur une base qui est clé, qui est le moteur du succès finalement, c'est le socle Google. Travailler en proximité forte avec évidemment les équipes de Google Cloud et l'ensemble des briques. Et je vais mettre en avant 3 briques qui sont quand même importantes dans ce projet-là. La première, c'est évidemment BigQuery pour pouvoir récupérer la donnée, la centraliser, la travailler. On a utilisé Dataform également, qui sont des éléments clés. Finalement, on a dû préparer toute cette donnée-là, la rendre accessible, ensuite derrière aux différentes interfaces. Et puis derrière, on a Looker qui permet effectivement à la fin de faire de la visualisation. Donc on a bien une solution de BI qui est embeddée directement dans l'interface et qui permet derrière d'afficher tous ces résultats-là. Mais tous ces résultats-là qui ont été préparés en amont. Donc on est sur un socle qui est complet et qui utilise le stack Google vraiment dans son intégralité. L'objectif, on l'a dit déjà et Alexandra l'a présenté, c'était de simplifier évidemment les parcours. C'est un enjeu qui est clé, avoir un parcours qui soit le plus fluide, et je reviendrai dessus un peu après. Mais il y a aussi un enjeu de sécurité qui est extrêmement important autour des accès et de la donnée, et qui nous a emmené vers 2 enjeux qui étaient extrêmement importants. Le premier, c'est la couche sémantique. Couche sémantique que l'on retrouve dans les outils de Looker et notamment dans la brique LookML, qui nous permet derrière de pouvoir mettre des définitions à côté de chaque indicateur. Et cette information-là, elle est clé parce que finalement, oui, on peut avoir un chiffre d'affaires, sauf que derrière, une IA en soi, et on passera après à la brique d'IA, est-ce qu'elle sait vraiment quel est le chiffre d'affaires parmi tous les champs disponibles? Est-ce qu'elle est capable de bien la comprendre et de l'interpréter? On a été obligé de remplir évidemment cette information-là, et donc elle est stockée, elle est hébergée, et ensuite elle est accessible et utilisée. Ça, c'est un élément qui est clé pour pouvoir afficher convenablement l'ensemble des données en ligne. Et puis le deuxième élément, c'est la gouvernance. On ne peut pas se permettre de donner les accès de données de Sony à Samsung. Ce n'est pas possible. Il y a un enjeu qui est clé. Donc derrière, il y a un sujet évidemment de centraliser l'identité avec un SSO. Et puis il y a un sujet de sécurité un peu global pour être sûr que la plateforme puisse scaler et que chacun puisse avoir accès à la bonne donnée au bon moment, avec les bons indicateurs, parce que tout le monde n'a pas les mêmes indicateurs aussi. Il peut y avoir des options, et donc se dire, en fait, si dans ta relation avec Fnac Darty, tu peux avoir accès à certaines données plus que d'autres.
Et donc ça aussi, c'est un enjeu de sécurité, être sûr que l'option elle est bien respectée et que la plateforme, in fine, donne toutes les bonnes informations pour pouvoir piloter convenablement l'activité et la relation. Alors, si on rentre un peu dans le vif du sujet, tu le disais, c'est bien plus qu'un outil de BI, très clairement. Aujourd'hui, on parle souvent, nous, de IAM, Insight, Activation et Mesure, voilà, avec la petite référence années 80 pour ceux qui l'ont. Mais ça pose bien aujourd'hui cette brique et ce socle, en fait, vertueux qu'on a voulu avoir autour de cette plateforme. Encore une fois, la data, ça peut être perçu comme une commodité, mais ça ne l'est pas si en fait on n'a pas le use case entre guillemets proposé derrière. Ces insights, ils doivent être compréhensibles, ils doivent nous permettre de pouvoir derrière activer et après mesurer entre guillemets nos actions. Donc la partie insight, c'est 11 dashboards aujourd'hui qui ont été retravaillés, on va le voir un petit peu dans le détail juste après, plus une brique d'activation publicitaire et d'activation en fait notamment de segments et de campagnes digitales pour être en capacité d'activer tout de suite les surperformances ou les pain points qui ont pu être retrouvés en fait sur la partie insight et qu'on a pu identifier en fait grâce à la data partagée, et la partie mesure pour évaluer le ROI et donc la mesure de la performance des activations digitales publicitaires qui ont pu être faites. On le voit quand on passe en fait un petit peu sur le module, on a vraiment travaillé cette plateforme aujourd'hui en repensant nos dashboards pour que ça puisse être un outil de prise de décision. Donc vous avez tout de suite une météo en fait très clairement visible de votre activité chez Fnac ou chez Darty ou sur les deux en fonction de comment vous le paramétrez, de la période qui vous intéresse. Et cette météo, elle doit vous permettre de voir en quelques secondes si vous avez des KPI qui performent ou qui sous-performent entre guillemets, et donc un besoin d'approfondir. L'idée, c'est pas forcément que vous accédiez à tous les dashboards et que vous alliez dans la granularité de toutes les infos si vous n'en avez pas besoin, si la performance allait au rendez-vous. Sauf si vous avez envie d'accélérer sur votre performance, bien évidemment aussi, ce qui peut être un use case. Mais c'est également de vous permettre, quand on détecte entre guillemets quelque chose qu'on a envie et un item sur lequel on veut creuser, d'avoir la granularité de l'information avec de la donnée de vente, de la donnée de stock, de la donnée e-commerce et de la donnée de profil client. C'est exactement le use case dont je vous parlais au départ avec le client qui dit mais je ne sais pas et je ne comprends pas entre guillemets comment interagit le client Fnac Darty avec moi, Marc de Longhi par exemple, parce que ils sont dans la salle. Bien l'idée c'est justement de pouvoir vous donner cette granularité, cette compréhension. Comment est-ce que concrètement De Longhi se comporte sur ses ventes, sur ses stocks dans notre écosystème? Comment les clients Fnac Darty achètent du De Longhi vs la concurrence de Longhi? Est-ce qu'il y a des éléments en fait de compréhension et d'highlight à faire sur les parcours, qu'ils soient digitaux ou magasins, et puis la partie également données CRM. Donc c'est l'ensemble de ces items-là qu'on a bien évidemment travaillé pour qu'ils soient actionnables. Alors j'ai envie de vous dire, compréhensible et actionnable, c'était le maître mot qu'on avait depuis le départ. Maintenant, jusqu'à présent, l'ensemble de ce travail, c'était une première brique pour en effet atteindre cet objectif, mais c'était pas pour nous la réponse ultime, parce qu'elle ne répondait pas encore au dernier use case qui était « je n'ai pas le temps ». C'est super. Moi, j'ai de la data. Vous me mettez à disposition de la data, c'est super et c'est très bien. Mais la mise à disposition de la data, elle ne veut pas forcément dire, granulaire comme elle est, ou même avec votre météo qui, entre guillemets, me simplifie la vie, que j'ai le temps à destination et nécessaire pour comprendre l'ensemble de mes enjeux. Et c'est là où l'IA rentre en compte. Et on rentre du coup dans la brique de simplification finalement, avec l'objectif de se dire, on a mis un stack qui est 100% Google. Évidemment, on connaît tous Gemini et se dire, en fait, pourquoi pas utiliser Gemini en réalité aussi et faciliter la vie de tout le monde, permettre finalement à chacun de venir interagir avec la donnée directement en langage naturel et ne pas aller chercher dans les 11 rapports, ne pas faire son analyse soi-même avec un papier et un stylo et se dire, tiens, là, en fait, j'ai baissé sur cette catégorie-là ou sur cette référence-là, mais c'est parce que en réalité, mon prix est peut-être trop élevé par rapport à ma concurrence, etc., etc. Et se dire, en fait, est-ce qu'un agent ne peut pas devenir un collègue expert qui va faire cette analyse-là lui-même? Et c'est ça ce qu'on a cherché à faire, et ça a donné naissance à une brique qu'on appelle Mira, qui permet justement d'accélérer l'analyse
et de simplifier l'interprétation. C'est ça ce qu'on a cherché à faire. Et ça permet de faire plusieurs choses, Mira. La première chose, c'est qu'en fait, on pense tout de suite évidemment à des cas d'usage d'analyse assez poussés. En fait, le premier point, c'est aussi de se dire, je veux être sûr de la donnée que je regarde en ce moment. Et donc juste être capable d'aller vérifier en termes d'onboarding quelle est la définition de l'indicateur. Parce que des chiffres d'affaires, il peut y avoir plein d'indicateurs évidemment avec marge, sans marge, etc., etc. Derrière, savoir finalement, est-ce que j'ai les bons packs et est-ce que je peux débloquer encore des packs éventuellement et est-ce que je peux aller plus loin dans mon utilisation de la plateforme. Être capable d'aller voir le FAQ directement, mais en fait, le voir, non, c'est trop long. Il va falloir que je scrolle dans des questions, trouver là où moi j'ai mon point de blocage ou en tout cas mon point de réflexion. En fait, je peux venir directement interroger Mira et permettre d'avoir toutes ces informations-là en une simple question et expliquer mon problème. Derrière, c'est la lecture des performances aussi. Être capable de lui dire qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. Pourquoi est-ce que globalement mes ventes sont à ce niveau-là alors qu'il y a 2 semaines, elles étaient à un autre niveau. Et donc il y a une logique avec une compréhension des activations. On est capable du coup dans l'interface de comprendre les impacts d'avant, après, de faire de la comparaison. On va au-delà de simplement de la lecture de chiffres. C'est ça ce qu'on voulait, c'est pouvoir aller vraiment jusqu'à de l'analyse et même de la recommandation directement dans la même interface. Et je pense que alors bien évidemment la notion de confiance, et tu viens de le dire, elle était assez clé dans la proposition de valeur qu'on voulait porter derrière cet agent embarqué dans la plateforme, tout simplement parce que c'est lui qui va répondre à toutes vos questions. Et c'est vraiment, comme tu l'expliquais très bien avec ces différentes mises en avant, l'objectif qu'on a eu, c'est qu'il soit en capacité de répondre à toutes les questions, quel que soit le type de question, mais surtout à des questions qui soient croisées, entre guillemets, avec plusieurs interfaçages, entre guillemets, d'analyse, ou plusieurs éléments de lecture d'analyse, notamment la question qui est souvent sur nos partenaires, sur toutes les lèvres, c'est pourquoi à un moment donné, mes ventes sur telle machine à café ont baissé de 10% à Paris. Bien évidemment, ça peut aller chercher dans des notions de performance de stock, dans de la promo, ça peut aller chercher également sur des notions de prix, de pression publicitaire, pression promotionnelle, etc., etc. Les indicateurs et les facteurs explicatifs d'une réponse à une telle question sont tellement multiples que d'ailleurs, seul, avec un data analyst, il faut vraiment quelqu'un d'expérimenté pour être capable de prendre et de réellement pouvoir regarder l'ensemble des implications factorielles qui répondent à cette question. C'est ce que Mira aujourd'hui permet de faire facilement en 3-5 secondes en fonction de la complexité de la question. Il faut bien voir que ces analyses-là, on a essayé de les faire évidemment à la main avant, et on les fait à la main régulièrement. Il y a certaines analyses qui peuvent mettre 3-4 heures à faire en réalité, en utilisant les filtres, en regardant une table de données, puis une autre, puis une troisième. Là, effectivement, parfois 10, 20, 30 secondes, l'environnement de la concurrence. Il y a directement l'analyse qui ressort à 100%, et je peux tout de suite, du coup, prendre des décisions. Je peux appeler mes équipes, les équipes Fnac Darty, et je peux voir tout ce que je peux mettre en place pour pouvoir éventuellement faire évoluer les chiffres. Et tu viens de le dire, parlons d'abord technologie, après je rebondirai sur ce que ça change dans le day-to-day de... Comment ça fonctionne? Tu l'as déjà un peu introduit évidemment, c'est des couches de connaissances, c'est de la donnée évidemment. Et de la donnée, on pense tout de suite à des chiffres, mais ce n'est pas que des chiffres évidemment, je l'introduisais tout à l'heure. Il y a tous les sujets de la couche sémantique, donc de la définition de l'ensemble des indicateurs. Il y a tous les sujets qui sont liés à l'utilisateur en tant que tel, ce qu'il peut avoir accès en fonction de qui il est, en fonction de ce qu'il est autorisé à faire. Il y a même des schémas d'analyse qui sont intégrés dedans pour se dire, en fait, il y a un schéma qui est logique sur une question standard. Il y a un schéma d'analyse qui existe, donc tant qu'à faire, Mira utilise celui-ci, puis après tu peux éventuellement en utiliser d'autres. Il y a tout un tas de données qui sont intégrées et qui permettent du coup à Mira de fonctionner. Mais derrière, évidemment, on parle tous d'hallucinations régulièrement sur les sujets d'IA génératifs, se pose la question, oui, mais est-ce qu'il ne me raconte pas n'importe quoi? Est-ce que les chiffres qu'il me donne, ce sont bien les bons chiffres déjà, et puis mes bons chiffres, tant qu'à faire? Et donc c'est là où on a rajouté en plus de ça un IA juge qui vient vérifier la qualité, la pertinence et la fidélité des données. Ce qui est un sujet qui est quand même plutôt important, parce que s'il n'y a pas de confiance et de sécurité, évidemment qu'il n'y aura pas d'adhésion. Et donc c'est le sujet qui était quand même recherché, évidemment, c'était de simplifier encore une fois le parcours et permettre à chacun de pouvoir faire des analyses beaucoup plus profondes en utilisant directement le langage naturel.
Et tu le disais, bien évidemment que ça a été nos questions aussi en interne chez Fnac Darty, quand on a beaucoup challengé Converteo sur ce projet-là et sur la capacité à maintenir cette notion de sécurité de la donnée, qui était bien évidemment pour nous primordiale, et être en capacité de s'assurer qu'on délivrait une prestation fiable et de qualité à nos partenaires. Et d'où ce score aujourd'hui qui nous permet aussi de challenger en permanence la qualité des réponses de Mira par rapport au ressenti et à l'appropriation en fond qu'en font nos partenaires fournisseurs. Puis après, plus globalement, je pense que cette plateforme, encore une fois V2, mais qui est en fait totalement un reboot, entre guillemets, de ce qu'on avait pu faire sur le premier projet, c'est aujourd'hui, on l'a un peu dit, mais l'ambition d'avoir enfin un langage commun en fait, de communication avec nos partenaires, et je pense que ça fonctionne pour vous tous, quels qu'ils soient dans la salle, partenaires internes comme externes, parler d'une data intelligible qui soit un terrain, entre guillemets, partagé par tous pour prendre des décisions, c'est bien évidemment le cœur même et l'essence même de la data, mais c'est malheureusement encore pas souvent le cas. Cette data, on est très data-centrique aujourd'hui dans le retail, encore faut-il que cette data puisse être intelligible, qu'on puisse en retirer des actions entre guillemets au day-to-day. Et ce qui a vraiment pour nous changé la donne avec cette nouvelle version et ce projet de plateforme, c'est qu'aujourd'hui ça a totalement changé nos relations avec les partenaires et les fournisseurs. On ne parle plus de la data, on ne parle que de la stratégie à mettre en place liée à cette data et cette compréhension de la data. On arrive au terme. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 400 utilisateurs qui sont connectés. L'ambition, c'est de se dire que finalement, il y a énormément de fournisseurs. On l'a vu, il y a plus de 3000 fournisseurs. Qu'il y a un ramp-up pour que chacun puisse avoir accès à cette donnée. Ce qui veut dire qu'en réalité, un agent conversationnel qui fait de l'analyse, de l'interprétation, on est en train de l'intégrer, et Fnac Darty est en train de l'intégrer dans 3000 entreprises. Donc, ce qui est quand même un élément qui est clé aujourd'hui, c'est pour fournir une plateforme qui va juste bien au-delà de simplement lire des chiffres. Encore une fois, c'est travailler la relationnelle et toute la distribution qui se fait avec le partenaire qui est Fnac Darty. Merci beaucoup. Je crois qu'il nous reste 2-3 minutes. Si jamais vous avez une question, deux questions, on peut éventuellement en prendre. Je ne sais pas s'il y a un micro qui était prévu, mais sinon, allez-y, je répéterai la question. Ça va, on entend. Magnifique, merci. En plus, j'ai la voix cassée. Donc, merci beaucoup pour la présentation et félicitations pour le niveau de maturité. J'aurais deux questions. Une sur les contraintes de données et deux sur la responsabilité de l'agent. Sur les contraintes de données, dans quelle mesure vous avez eu des réflexions à l'international sur des types de données d'autres pays et dans quelle mesure il y a eu cette réflexion d'avoir un système qui peut être ensuite transféré à l'international? Et sur la deuxième question, vous avez fait beaucoup de vérifications sur le niveau de confiance des réponses de Mira. Quelle a été la discussion sur la responsabilité? Si Mira dit oui, en fait, d'un point de vue stratégique, c'est clairement produit B qu'il faut pousser et qu'après, il sera capable de démontrer, ce partenaire, que ça a été une erreur. Comment vous avez réfléchi cette responsabilité et l'action ensuite? Alors, déjà peut-être sur la première question, sur le socle et la réflexion du socle à l'international, oui, ça fait partie de notre travail, entre guillemets, et on va dire des éléments de cadrage qu'on a pu faire sur le projet. Aujourd'hui, à date, le projet est uniquement France, il n'a été développé que sur la France, mais dans le cadrage, il a bien été évidemment tout de suite question de se dire comment est-ce qu'on pense le projet pour qu'il soit duplicable à l'international, que ce soit dans le croisement de la donnée, sur l'ensemble de nos flux, etc., etc. Donc c'est un projet qui a été pensé en fait pour être efficient directement à l'international, et ça fera partie de nos étapes des prochains mois, années pour la continuité de ce projet-là. Sur la partie sécurisation données, je ne sais pas si tu veux sur le sujet de la sécurisation de la donnée, globalement, alors, il y a le sujet juridique éventuel sur lequel du coup il y a des clauses qui ont été rajoutées dans les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Après, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a différents garde-fous qui ont été intégrés. Il y a l'IA-juge qui est présent également. Ça reste de la probabilité. Vous pouvez venir l'interroger 10 fois, il ne va pas répondre 10 fois la même chose.
évidemment. Après, le fond, par contre, est bien vérifié et le fond est globalement validé 10 fois. Maintenant, il peut y avoir, une fois de temps en temps, un dérapage, c'est quelque chose qui existe. Et c'est pour ça qu'il y a une relation de proximité qui reste forte et importante avec les équipes de Fnac Darty. C'est exactement ce que j'aurais complété, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment aujourd'hui cet outil et cette plateforme dans le sens de nos relations avec nos partenaires fournisseurs comme un accélérateur en fait de notre quotidien pour ancrer nos discussions là où elles ont de la valeur sur la stratégie. Du coup, quand Mira peut faire des recommandations entre guillemets dans ce sens-là, elles sont de toute façon débattues avec les équipes commerce Fnac Darty sur lequel on doit aussi porter cette même intention, on va dire nous en tant que retailer et sur lequel après se met en jeu voilà, l'ensemble de la mise en application de cette stratégie si on le décide. Très clair, merci. On peut prendre une autre question si jamais il y en a une. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question concernant l'analyse concurrentielle. Est-ce que MyRetailLink aujourd'hui peut potentiellement recommander un push sur un produit parce que justement sur un cluster de produits d'une autre marque, il y a une action qui a été faite? Recommander dans quel sens? Recommander d'une activation publicitaire ou des choses comme ça? Alors oui, c'est entre guillemets basé quand même sur l'action de vos concurrents, leur positionnement prix, l'assortiment, enfin pas mal de choses entre guillemets qui vont expliquer aussi des fois votre performance ou votre sous-performance. Donc bien évidemment que l'environnement de concurrence, il source aussi, on va dire, votre compréhension du business et donc les recommandations qui sont faites. Après cette lecture de la concurrence, vous ne l'avez en tant que partenaire fournisseur, vous n'y avez accès que de manière blind, c'est-à-dire que vous savez comment vous vous situez par rapport à la concurrence, sans savoir quels sont et comment vous rankez entre guillemets par rapport à une marque A ou une marque B qui n'est pas précisée et qui est un global concurrence. Il reste un sujet de, évidemment, sécurité, confidentialité, évident à ce niveau-là. Merci beaucoup, on arrive au terme. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à vous. Et maintenant, on change de sujet. On va passer sur une thématique qui est un petit peu différente. On va s'intéresser à de la relation client par la voix et comment est-ce que l'IA vient transformer tout ça à partir d'un cas d'usage que l'on a développé chez Converteo.